Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec nos programmes ce soir et des nouveautés. Célia nous dira tout dans Avoir à faire sur le nouveau magazine Made in Alsace 20, c'est Coq à l'âne. Et sachez qu'à partir de demain, on pourra visiter en bateau le port autonome de Strasbourg. On en parle avec Émilie Gravier, directrice du développement et de la promotion portuaire. Et de la littérature alsacienne avec ce livre, Le pauvre curé qui brûle. C'est signé de Marie-Jeanne Langronier de Lacroix, une ancienne professeure de lettres au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, qu'on reçoit dans quelques minutes. Avant ça, c'est l'actualité. Cécile Matz. Bonsoir à tous, les informations de ce vendredi 28 février. J-1 avant la journée internationale des maladies rares. Pour cette 13e édition, des actions de sensibilisation auront lieu demain dans les gares, à Strasbourg notamment. Un mur à Mulhouse entièrement peint est la technique utilisée et pour le moins insolite, les artistes ne se servent pas de pinceaux mais de bouteilles de bière. Et puis tout savoir ou presque sur les vitraux de la ville de Célestat, c'est ce que proposait hier le label d'art et d'histoire. Mais pour commencer, un point sur le coronavirus. En France, le nombre de patients infectés est passé de 18 à 38 en 24 heures. Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, a affirmé que le territoire national est préparé à l'épidémie. En Alsace, un cas de Covid-19 a été confirmé. L'homme de 36 ans est hospitalisé au nouvel hôpital civil de Strasbourg. On écoute tout de suite Laurent Dalmas de l'Agence régionale de santé. Il fait le point sur la situation au micro de Adrien Laby. Ce matin, on en est à un cas confirmé, donc atteint du coronavirus Covid-19 pour le Grand Est. Et c'est le seul cas aujourd'hui répertorié et avéré sur la région. Il est possible que des cas nouveaux arrivent sur l'Hexagone, donc on n'est pas à l'abri, notamment dans le Grand Est. Pour autant, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une quelconque prédiction sur l'arrivée de ces cas. Depuis janvier, on a des réunions hebdomadaires avec les établissements de référence d'abord, puis les établissements sièges de SAMU, pour mettre en place mettre en place et travailler surtout des hypothèses d'évolution de la situation et être en capacité à y faire face. Mais alors face au virus, comment se prépare-t-on dans les hôpitaux ? Quelles sont les bonnes conduites à adopter ? Élément de réponse au nouvel hôpital civil de Strasbourg, Adrien Laby. Toux, fièvre, maux de gorge, nez qui coule et difficultés respiratoires. Ce sont les symptômes du coronavirus Covid-19. Ils sont assez courants et peuvent aussi bien être la manifestation d'une grippe saisonnière. Alors qu'un malade atteint par le coronavirus est actuellement hospitalisé au nouvel hôpital civil à Strasbourg, comment savoir s'il faut s'inquiéter ? On est surtout vigilant quand les personnes ont été exposées dans une zone à risque. Donc c'est très important d'avoir les connaissances sur l'épidémie à travers le monde. Et c'est vrai que quand on a séjourné dans une zone à risque, avant c'était la Chine, maintenant ça s'est largement rapproché puisqu'en Italie il y a également des zones à risque et qu'on présente ce genre de symptômes, on va être très vigilant, on va être très prudent, puis on va évoquer le diagnostic et faire des prélèvements. On demande aux personnes de venir à l'hôpital dans des endroits qui sont vraiment dédiés. On évite que les patients passent par les urgences qui rencontrent d'autres personnes qui viendraient à l'hôpital. Donc on a un accès tout à fait à part qui permet de prendre en charge ces patients sans qu'il y ait de croisement avec d'autres personnes. Et ce prélèvement est envoyé au laboratoire de virologie qui donne un résultat en quelques heures et qui permet de savoir si oui ou non les personnes sont infectées par ce coronavirus. Pour l'instant, pas lieu de paniquer si vous ne revenez pas d'une zone à risque. Si c'est le cas et que vous manifestez les symptômes, une seule démarche, appelez le 15. Les personnes infectées sont prises en charge dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Strasbourg. Le NHC est prêt depuis plusieurs semaines. Le service de maladies infectieuses a pour mission d'assurer ces prises en charge, donc ça se fait dans le cadre des lits existants, mais sur en effet des chambres dédiées, parce qu'à pression négative, avec un SAS, qui sont adaptés à cette prise en charge. Donc ça fait partie des missions et des lits qui sont disponibles en effet à la fois donc, dans ce service-là, et bien sûr en réanimation médicale, qui est l'autre service qui accueille ces patients en cas positif. Donc ensuite, bien sûr, il y a des moyens, notamment au SAMU, qui a fait face à une recrudescence des appels, et qui du coup a fait l'objet en effet d'un renfort
renfort de présence pour faire face au pic d'appels qui est plus d'une centaine par jour. L'augmentation des appels au SAMU, les pharmacies prises d'assaut pour l'achat de masques de protection, autant de témoignages de l'inquiétude grandissante. Pourtant, compte tenu de la situation et sauf personne revenant des zones à risque, il n'y a pas d'autres consignes de prévention que celles habituelles pour la grippe saisonnière. Toussez dans votre coude, lavez-vous les mains, etc. Actuellement, nous ne sommes pas dans une situation épidémique en France. L'idée, c'est vraiment de pouvoir déterminer à quel niveau de l'épidémie on est. C'est-à-dire que c'est très intéressant de faire des prélèvements relativement larges pour qu'on puisse justement savoir quelles sont les personnes qui sont infectées. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir identifier les personnes qui auraient été au contact d'un sujet infecté pour prendre des mesures, faire des prélèvements et les mettre en isolement. Donc, en dehors de cette situation qui n'est pour l'instant pas épidémique, on n'a pas de recommandations très larges à l'échelle de la population. Pour toute demande d'information autour du coronavirus, un numéro vert a été mis en place, le 0800 130 000. Nous rappelons les consignes liées à la rentrée scolaire de ce lundi 2 mars. Le ministère des Solidarités et de la Santé appelle les familles qui reviennent de destinations à risque à ne pas envoyer leurs enfants dans leurs établissements scolaires ou dans les crèches les 14 jours suivant leur retour. Les régions visées sont la Lombardie et la Vénétie en Italie, mais également la Chine, Singapour, la Corée du Sud et l'Iran. Et dans le reste de l'actualité, en bref, le coronavirus toujours cause de l'annulation du carnaval de Bâle prévu du lundi 2 au jeudi 5 mars. Dans la ville, 2 cas ont été détectés. Afin de limiter la propagation du virus, les événements réunissant plus de 1000 personnes sont désormais interdits en Suisse et cela pourrait durer jusqu'au 13 mars à minima. À Strasbourg, l'incendie survenu hier aux alentours de 1h du matin, rue de Bar, a fait 5 morts et 7 blessés. La piste criminelle est à ce jour privilégiée par les enquêteurs. Les 2 individus interpellés jeudi ont été remis en liberté faute d'indices graves ou de concordants suffisants. Les investigations se poursuivent. Cet après-midi, un autre feu d'envergure a frappé cette fois la ville de Schiltigheim. À l'espace européen de l'entreprise, un bâtiment de 1500 m² en structure métallique s'est embrasé, nécessitant la mobilisation de plus de 50 pompiers, 15 engins et 2 échelles. Et puis, alerte au vent fort, demain dès 16h, les 6 grands parcs de la ville, pour Thalès, Orangerie, Comtade, Citadelle, Schlumeister et Albert Schweitzer seront fermés, tout comme les 9 cimetières municipaux de Strasbourg. Demain, justement, c'est la journée internationale des maladies rares, alors que selon un sondage OpinionWay, 56% des Français estiment à tort que l'on peut guérir d'une maladie rare. Il s'agit de sensibiliser sur la question. Dans ce cadre, la ville de Strasbourg, très active dans le domaine de la recherche, se mobilise avec 2 jours de manifestations organisées par la Fondation Maladies Rares, la filière de santé Sans Gêne et le centre médical Aux Rares. Toute la journée, un colloque scientifique a eu lieu à la faculté de chirurgie dentaire. Au total, les maladies rares touchent 3 millions de personnes en France, 30 millions en Europe et 300 millions dans le monde. On écoute le directeur de la Fondation Maladies Rares, le professeur Daniel Sherman, au micro de Gilles Kunz. Une maladie est dite rare, c'est une définition européenne, si elle touche moins d'une personne sur 2000. Et par cela même, elle interpelle notre principe de solidarité, c'est-à-dire que cela touche un nombre très faible de personnes, parfois quelques dizaines de personnes sur le territoire national. Et malgré tout, il nous faut trouver des traitements sur ces maladies. Et dans ce cadre, et dans le cadre d'une communauté scientifique très active dans l'Est sur les maladies rares, nous organisons ce colloque qui réunit toute la communauté scientifique et de l'industrie pharmaceutique des maladies rares. Et nous avons invité des lauréats que nous avons soutenus, dont nous avons financé les recherches, à exposer les résultats de leurs travaux de recherche. À noter que toute la journée de demain, un stand d'information et différentes animations sur les maladies rares seront prévus en gare de Strasbourg. Raconter les histoires qui font la richesse de Célestat, mais à travers ses vitraux, voilà ce que propose le label Ville d'Art et d'Histoire. Saint-Georges, le Dragon, la ville de Saint-Odile, des trésors souvent méconnus se cachent au sein même des édifices. Pour les faire découvrir, un atelier autour des vitraux était organisé hier. 20 jeunes célestadiens ont joué les apprentis maîtres verriers. Nous les avons rencontrés. Dans l'église Saint-Georges à Célestat, lorsque le soleil pointe le bout de son nez, il donne à voir un spectacle ancestral. Certains de ces vitraux sont là depuis 600 ans, eux par contre n'ont même pas 15 ans et pourtant ils voyagent dans le temps. Après la découverte théorique des vitraux, place à la phase pratique. Les enfants s'essaient aux différentes étapes de la réalisation d'un travail. Avec du papier calque, il faut commencer par la maquette.
C'est pas des vitraux normaux, comme j'avais connu. C'est des vitraux en papier. Donc là, je suis en train de faire comme la soudure, mais c'est pas de la vraie soudure, avec du scotch noir. C'était très chouette. On a appris des choses. Et puis, je vais repartir avec ma petite plaque de verre. Depuis 2016, la ville de Sélestat est labellisée Ville d'art et d'histoire. Sa mission, sensibiliser les habitants et les curieux au patrimoine pour ainsi mieux le conserver, mais toujours de manière ludique. Notre but au label Ville d'art et d'histoire, c'est justement de faire en sorte que le public, que ce soit le jeune public ou le grand public, puisse s'approprier en fait le patrimoine de Sélestat, le patrimoine célestadien, puisqu'on a de la chance, c'est un patrimoine qui est riche. Et en fait, le but justement de ces ateliers, c'est qu'ils se l'approprient de manière ludique. Donc on a une partie visite, mais aussi du coup une partie atelier. Pendant la création de leurs œuvres, les enfants sont accompagnés par une maître verrier. Elle leur présente ses outils, ses techniques et ses travaux finis. Mylène ne souhaite pas tant susciter des vocations, mais bien attiser la curiosité de ces jeunes. Je suis vraiment dans une démarche de médiation et je veux que tout le monde puisse comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ce métier, comment on travaille, quels outils, les problématiques de couleurs, de matière. Je ne sais pas ce que les enfants vont en retirer. Moi, ce que j'espère, c'est que du coup, ils prennent conscience de comment on compose un vitrail. Ne plus cantonner les vitraux aux édifices religieux, mais plutôt leur donner une touche de modernité et les présenter sous un nouveau jour, c'est aussi l'objectif de l'artiste. Elle en a même fait un spectacle. Durant toutes les vacances scolaires, le label Art et Histoire de Sélestat propose des animations pour jeunes publics. Au printemps prochain, un atelier carnet de voyage est déjà programmé. Les curieux pourront aussi découvrir le métier d'architecte paysagiste et réaliser une maquette de leur jardin idéal. Rendez-vous le 23 avril au jardin Hortus Beatus de Sélestat. Pour être maître verrier, il faut pinceau et peinture particulière. Mais pour le duo Nart Beer Painting, les pinceaux, justement, c'est trop banal. Eux, ils ont choisi de peindre avec une bouteille de bière. Rencontre avec l'un des deux artistes, Nicolas Tolo-Arsac. Il crée en ce moment une fresque sur un mur mulhousien, Marinzis. C'est bière à la main que Nicolas Tolo-Arsac crée une peinture murale en plein centre-ville de Mulhouse depuis le début de semaine. Je dois superposer toutes les empreintes de goulot pour avoir des zones plus foncées. Et puis plus je vais aller vers le clair, et plus je vais dégrader toute cette peinture. Cet art s'appelle le beer painting et il en est le co-inventeur. En fait, c'était pendant nos études à Paris avec mon collègue Alexandre, on était chez lui. On travaillait sur un autre projet, un projet d'école, et on avait des bouteilles de bière qu'on venait de boire et puis des pots de peinture posés juste à côté. Et on a fait le rapprochement, on s'est dit tiens, pourquoi pas tremper le goulot de la bouteille dans la peinture. Au bout de 30 minutes, on avait notre premier portrait, et puis un mois après, on faisait notre première exposition à Paris. C'est la première fois que Nicolas peint sur un mur aussi grand, 11 mètres de long pour 5 mètres de large. La fresque sera terminée d'ici demain, samedi, mais l'on aperçoit déjà clairement la Tour de l'Europe. Le bâtiment lui a d'ailleurs fait penser au film Retour vers le futur. Alors la DeLorean et les personnages principaux du film font aussi partie de la peinture. Cela fait plusieurs années que ce mur rue de la Moselle est embelli. Chaque mois, l'association Le Mur Mulhouse repeint la façade en blanc et invite un nouvel artiste. Le but, c'est vraiment d'avoir une galerie à ciel ouvert, de permettre à tout le monde de bénéficier d'une œuvre, d'un artiste et de ne pas être obligé d'aller en galerie puisque plein de gens n'y vont pas ou pensent qu'ils ne sont pas habilités à y aller et que, en plus, la chance, c'est que beaucoup sont aussi en galerie. Donc ça peut faire des ponts. Moi, j'espère vraiment ça, que les gens aient moins de complexes à se dire tiens, je l'ai vu sur le mur, pourquoi pas aller le voir dans une galerie à Mulhouse ou ailleurs. D'ici fin mars, un autre artiste aura repeint le mur à sa manière. Après le beer painting, verra-t-on une nouvelle forme d'art? Réponse dans 3 semaines. Et on termine ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne.
9e édition du village préféré des Français avec une nouvelle commune alsacienne en lice. Notre région a déjà été sacrée en 2013 avec Egisheim et grâce à Kaisersberg en 2017. Cette année, c'est Unspach dans le Bas-Rhin qui défend nos couleurs. Cette commune de 653 habitants affrontera 13 autres villages, dont Chablis en Bourgogne, Pont-Aven en Bretagne ou Cargèse en Corse. N'hésitez pas à aller voter sur la page Facebook plutôt que sur le numéro de téléphone surtaxé. C'est gratuit et j'ai bien pu voter une dizaine de fois pour Unspach. Bravo Oliviane. Merci beaucoup Cécile pour ce JT. Passez un bon week-end, on vous retrouve lundi. Le plateau du soir, Célia avec nous, nos invités Émilie Gravier. On va parler des visites du port autonome de Strasbourg. Marie-Jeanne qui est avec nous, Langrenier de la Croix. On va parler de ce livre, Le pauvre curé qui brûle. C'est son premier roman et tout cela, c'est après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à tous, en ce samedi, les vents forts reviennent, ils s'intensifieront dans l'après-midi. Ça ne nous empêchera pas d'avoir du soleil de Strasbourg jusqu'à Mulhouse, beaucoup plus de nuages cette fois-ci dans le col de Saverne ou à Fribourg, partout ailleurs, alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les températures en ce samedi matin, il fera tout de même très bon puisqu'il fera 6 degrés à Colmar, Strasbourg ou Wissembourg, 8 degrés ce sera la maximale en Alsace du côté de Saverne, 7 degrés pour Mulhouse, Bâle ou encore du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. L'après-midi, un peu plus de gouttelettes, toujours quand même pas mal de soleil avec des passages nuageux. Les températures, quant à elles, regardez, ça grimpe, il fera 13 degrés à Saverne, 15 degrés si vous êtes à Wissembourg, 17 degrés ce sera la maximale du côté de Colmar, 16 degrés partout ailleurs en Alsace ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg et 18 degrés à Bâle. Vos prévisions pour votre journée de dimanche, très peu de gouttelettes cette fois-ci et du soleil avec des nuages et les températures seront comprises entre 11 et 13 degrés en ce dimanche après-midi. En ce samedi, nous célébrons les Augustes. Le soleil se lèvera à 7h11 pour nous dire au revoir à 18h11. Excellent moment à tous et à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et on va rester justement sur l'eau avec notre invitée Émilie Gravier. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Soyez la bienvenue. Vous êtes la directrice du développement et de la promotion portuaire. Alors on va s'intéresser à notre port autonome de Strasbourg puisque vous allez lancer des visites commentées de ce port autonome. C'est avec Batorama, c'est le bras armé en fait que vous utilisez. Est-ce que ça répond à une demande économique, une demande touristique ? C'est quoi le postulat de base ? Alors, notre volonté en faisant ça, c'est de faire connaître le port, évidemment, aux Strasbourgeois, parce que finalement, ils ont un port qui est quasiment au pied de chez eux. Ils n'en ont pas tous conscience, et on a envie qu'ils aient la fierté de ce deuxième port fluvial de France. Et on s'était rendu compte que ça pouvait correspondre à une demande, puisqu'on avait fait les 2 dernières années les journées du patrimoine avec des visites de ce type-là, en bateau, qui avaient eu beaucoup de succès. Et on n'avait pas réussi à répondre à toute la demande, parce que les journées patrimoine, c'est court. Et donc voilà, on s'est dit, maintenant on se prépare. C'est peut-être la bonne idée en fait. Voilà, à faire un vrai produit Batorama qui est consacré aux visites du port. Alors c'est très différent évidemment de la visite des ponts couverts que vous faites actuellement jusqu'aux institutions européennes, qui est le tour de Strasbourg. Ça va permettre évidemment de découvrir l'activité portuaire de Strasbourg, mais c'est une cible qui est aussi différente. Oui, parce que la cible Batorama, ce sont les touristes qui viennent visiter la ville. Et on voit la cathédrale, on voit les ponts couverts. Voilà, les fameux 3C, choucroute, cathédrale, cigogne. Okay. Et avec la visite du port, on voit un autre C, on voit des conteneurs, on voit des choses qui n'ont rien à voir, mais du coup, ça vise plutôt des Strasbourgeois, des habitants de la région. Donc c'est effectivement pas la même cible. Alors regardez ces images, c'est vraiment le port autonome de Strasbourg qu'on vous montre là, ça va se passer sur ce bateau. Il faut savoir que 10 000 personnes travaillent au port autonome, c'est des infrastructures importantes, des écluses, des bassins, des ponts tournants ferroviaires, des portiques. C'est un acteur, qu'on se fasse une idée, qui est un acteur économique important pour Strasbourg et l'Eurométropole. Oui, c'est un acteur économique important parce que le port de Strasbourg, c'est à la fois un endroit où on manutentionne des marchandises, donc les marchandises viennent du monde entier ou vont vers le monde entier à travers le port, mais c'est aussi une zone économique et logistique, donc il y a plus de 400 entreprises qui sont implantées au port, ça représente 10 000 emplois, donc c'est vraiment un poumon économique pour l'agglomération.
Alors, ça vous tenterait, Marie-Jeanne, de faire cette petite balade? Mais oui. Eh ben, on va avoir un petit avant-goût. C'était en avant-première, ça s'est passé au mois de novembre. C'était les premiers essais pour voir si ça allait être concluant. Regardez. Les visites du port en bateau ont fait mouche lors des dernières journées du patrimoine. Alors, en partenariat avec Bateaurama, le port autonome de Strasbourg compte bien capitaliser sur cet intérêt croissant. D'où la création de ces visites sur mesure, pour le moment en phase de test. Donc on va remonter ici le bassin des remparts, prendre une écluse gérée par le port, et ensuite aller voir les installations portuaires, notamment le terminal et les fameux portiques. Une idée qui semble porter ses fruits. Ça m'a permis déjà de découvrir le port autonome de Strasbourg, voir toute l'activité qui s'y présente. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ignore, qu'on ne sait pas. C'est un pan de Strasbourg qu'on ne connaît pas. Et là, ça m'a permis de voir qu'effectivement, à côté de la ville de Strasbourg, il y a autre chose que le centre-ville. Sur tout ce qui est environnemental, transport et tout ça, on n'imagine pas. Et surtout l'importance de ce port de Strasbourg. Par contre, j'ai trouvé que la visite, on n'avait pas vu assez, on a vu très peu de bassins, je reste sur ma faim. Voilà, donc je reste sur ma fin, il faut voir plus de bassins, Émilie Gravier. Et ben justement, on a changé le parcours entre novembre, qui était, comme vous disiez, un test, et ce qui va se passer à partir de demain. On a doublé le temps, en fait. Exactement, voilà. Vous avez raison. Et c'était un peu accidentel, mais cette visite faisait qu'1 heure. Exactement. Et aujourd'hui, ça fait 2 heures. Et on va rappeler aussi que nous sommes, ici en Alsace, le 2e port fluvial de France. Oui, après Paris. On se compare entre nous, entre ports, avec le nombre de tonnes par la voie fluviale. Et donc Paris est premier, Strasbourg 2e, et le Rhin est cette autoroute fluviale européenne. Et donc ça nous positionne très bien en France. Et du coup, cette balade, alors, elle dure maintenant 2 heures. C'est ce qu'il faut pour tout comprendre. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? Alors pendant ces 2 heures, on voit beaucoup de choses différentes. On commence en fait par comprendre comment le port est passé d'un port de canal à un port rhénan. Et on voit aussi comment il y a eu cette mutation urbaine, puisqu'on commence par le bassin d'Austerlitz, Rive-Étoile, etc., toutes des zones anciennement portuaires. Et puis on va progressivement vers le Rhin, où on voit le port d'aujourd'hui, le port qui est vraiment en activité. Donc on voit les terminaux conteneurs, on voit aussi les grosses industries qui sont implantées sur place, de l'industrie agroalimentaire, de l'énergie. On voit vraiment toute l'activité du port et aussi de la croisière. Voilà, c'est drôle, il y a les céréales, il y a de la farine qui part directement chez les boulangers. L'essence que tu mets dans ta voiture, Célia, ça vient du port autonome et du port au pétrole. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est des mots comme ça qu'on entendait quand moi j'étais petit, mais... on les voit pour de vrai. On les voit pour de vrai, il y a les cartons pour les emballages, la valorisation des déchets, et il y a des espaces de stockage. Tous les magasins, les Corral et Darty, etc., leurs électroménagers, et aussi dans des endroits au port autonome. Tout à fait, et puis pour parler un peu actualité, il y a aussi des entrepôts de produits pharmaceutiques, parce qu'on a une grosse industrie pharmaceutique. Et tous ces entrepôts sont sur le port. Et ben voilà, n'hésitez pas à découvrir ces nouvelles balades. La toute première, ça sera demain. Vous avez le site de Bateaurama, c'est shop.bateaurama.com, qui va vous permettre de tout simplement de prendre vos tickets. Ça marche bien, les préventes? Ça marche très bien. Les 3 premières dates jusqu'en avril sont déjà complètes. Donc maintenant, il faut regarder les visites à partir du mois de mai. Eh ben, je vous remercie pas d'être venu. Si on peut même plus y aller. Bien sûr que non. Merci Émilie Gravier, vous restez avec nous. On va découvrir ce livre. Il est étonnant de Marie-Jeanne, notre invitée Marie-Jeanne Langrenier-Delacroix. C'est un premier roman pour cette professeure de lettres qui a officié longtemps à Fustel de Coulanges. Il y aura Célia, bien sûr, pour les programmes, avec des petites nouveautés que tu vas me dire dans quelques instants. Et c'est juste après ça. Et retour sur le plateau de 24 ans de l'Alsace avec notre invitée, c'est Marie-Jeanne Langrenier-Delacroix, auteure de ce livre « Le pauvre curé qui brûle ». Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci Lionel. C'est un premier roman. Oui. Alors, juste pour qu'on vous découvre un petit peu, vous êtes issu d'une famille chrétienne avec 7 enfants. Vous avez fait des études de lettres modernes à la prestigieuse école normale Sup de Cachan. Vous avez exercé comme prof de lettres au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Et c'était important pour vous d'écrire toute votre vie, bien évidemment, mais de sortir aujourd'hui un premier roman ? Oui, c'était important de sortir parce que je voulais montrer que je pouvais écrire autre chose que de la poésie.
parce que jusqu'à présent, j'ai sorti des recueils de poésie. Ah bah alors là, ça n'a rien à voir, je peux vous dire. C'est un livre qui est très structuré, qui est très drôle, qui est rocambolesque. Les personnages sont absolument loufoques. Il y a des tiroirs qui s'ouvrent, qui se referment, à l'image de ce curé qui vit à Bruleux. Bruleux, c'est le nom du patelin, hein. C'est le village. Et il est persuadé, ce monsieur, ce curé, que le diable essaye de mettre le feu à son matelas le soir. J'adore le pitch. Hein. J'adore le pitch. Comment c'est arrivé, ça ? Eh bien, je dois avouer que je m'inspire d'un personnage réel, qui est le curé d'Ars, qui a vécu sous la Révolution française, donc en 1786 jusqu'à 1852, 3. Et c'est un curé donc de la Bresse, et dont nous lisions, étant enfants, l'histoire, la vie, dans les bandes dessinées pour enfants qui racontaient la vie des saints. Ouais. Et ce curé était hanté par le diable, qu'il appelait le grappin. Comme votre personnage. Il l'appelle le malin. Oui, c'est ça, oui. Non, mais il est hanté par le diable, hein, ce que je veux dire. Il est hanté par le diable. Et nous, les enfants, on était à la fois rigolards et effrayés de ce personnage. Et lorsque je suis devenue adulte, en famille, parfois on en reparlait, parce qu'on est allé visiter là-bas, et on riait joyeusement. Et il a donc été réellement célèbre, ce monsieur. Ah oui, et il est même le patron de tous les curés de l'univers depuis... de l'univers. Depuis 1929 ou quelque chose comme ça. Alors il croit réellement au diable, il est vraiment intriguant, il commence à faire peur à tout le village, et le tenancier du bar demande à Adèle, c'est la bonne du curé. Hein. C'est la brave petite bonne. C'est la brave petite bonne, de le surveiller, lui, l'homme d'église. Donc elle va le surveiller, elle regarde évidemment à quel moment le diable va arriver pour mettre le faux matelas, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit le curé avec des allumettes, qui est tout simplement en train de mettre le feu à son propre matelas. Il est pris sur le vif et il s'évade. Enfin, il saute par la fenêtre. Oui, parce qu'il a peur d'être brûlé. Parce que la petite Adèle, elle a subtilisé le seau d'eau que lui remplissait tous les soirs pour ne pas brûler complètement. Il dit « je ne veux pas être Jeanne d'Arc ». Donc, il est très malicieux, il est très malin aussi, lui. Alors, on est vraiment dans la tête là de Marie-Jeanne, faut le savoir. Hein. Et l'histoire... Ah oui, c'est plus du tout l'histoire du curé d'Ars, c'est ça. Ah non, c'est même entre Don Camillo, le village italien de la grande époque, et le théâtre de Guignol. Hein. Ça part dans tous les sens, c'est très drôle. Et vous dites effectivement que c'est une histoire vraie qui a été dénichée dans le monde ecclésiastique. Quelle est la part de roman ? Elle est totale, en fait. Elle est totale. J'invente un personnage qui est tout à fait différent, que je place dans des situations différentes. Et surtout, à partir de la seconde moitié du roman, lorsqu'il rentre à l'hôpital psychiatrique, là je me déchaîne. Quoi. Oui, là vous amusez. Mais alors, quand écrivez-vous, justement, parce que ces personnages sont vraiment loufoques, quand est-ce que vous écrivez ? Parce qu'on a envie de dire, est-ce que c'est en plein milieu de la nuit, vous avez des délires d'imagination de personnages, après une belle soirée bien arrosée ? J'imagine qui la voit ce soir sur Alsace 20. Eh bien, quand j'ai écrit ce roman, qui remonte quand même à quelques années, et que j'ai gardé caché parce que j'avais peur qu'il provoque la colère de l'Église, puisque quand même le personnage d'inspiration, c'était le curé d'Ars. Eh bien, écoutez, voilà, je voulais faire rire mon frère. C'était une espèce de catharsis, en fait. On était devenus adultes, et un jour, je lui envoie, mais non, j'ai pas écrit le matin. Non, je lui envoie un chapitre, et mon frère et ma belle-sœur ont rigolé aux larmes en disant « on veut la suite ». Et ça a duré qu'un an comme ça, je leur envoyais par Internet. Ils me donnaient leurs impressions et j'ai continué. Et il fallait bien une fin. Hein. Alors, on ne va pas la donner, mais on va donner quelques infos quand même. Ce curé, on découvre qu'il a eu une enfance misérable, qu'il mendie avec sa mère à la sortie de la messe, donc c'était catastrophique. Sa mère lui répétait tout le temps « ne joue pas avec les allumettes ». Évidemment, il a joué et sa mère est morte asphyxiée. Voilà. Oui, et de la faute de son fils. Ben, évidemment. Et du coup, son objectif, ça va être de rentrer au petit séminaire et de terrasser le diable. Voilà. Alors on apprend plein de choses évidemment sur la bonne du curé. D'abord, vous l'écrivez, la bonne du curé, c'était quand même celle qui était là pour accompagner un petit peu le prêtre dans sa vie intime, si je puis dire, si je peux le dire avec d'autres, dans sa vie sexuelle. En tout cas, vous l'écrivez de façon beaucoup plus poétique que moi, mais si ce sujet est aujourd'hui très tabou sur la sexualité des prêtres, etc., vous dites, voilà, il faut être clair, dans les villages, ça se passait comme ça, quoi. Oui, pas à propos d'Adèle, mais des autres qui l'ont précédée. C'est pour ça qu'il demande à avoir la plus moche,
la gouvernante la plus moche, la plus vieille, mais en fait, on lui envoie Adèle, qui est une enfant du village. Voilà, que beaucoup d'hommes, évidemment, lorgnent, sauf qu'on ne connaît pas le père d'Adèle, et que c'est forcément un des gars du village qui a maintenant 50 ans. Absolument. Tout le monde aimerait bien s'approcher de la Adèle, sauf que si c'est sa fille, ça ne le fait pas quand même. Hein. Elle est tabou, quelque part. Elle attire, mais elle est tabou. Vous avez une capacité à, comme ça, parler des personnages, fabriquer des personnages. Ça vient d'où, ça, cette envie de raconter des histoires? Étant toute petite, je découpais des personnages dans les revues de mes parents, de mes sœurs aînées. Et je faisais du théâtre avec mes personnages pour amuser les plus petits. Et figurez-vous, j'y pense souvent. Une fois, donc j'ai découpé dans les revues. Une fois, un de mes frères, il a déchiré un personnage. J'ai pleuré parce que j'étais attachée à ce personnage comme à un être vivant. Et je faisais du théâtre avec mes personnages. Allez, une petite dernière question. Le pauvre curé qui brûle dans cette histoire à rebondissement, vous l'avez dit, hein. Le curé, les policiers, les gendarmes, ils l'arrêtent, évidemment. Il met le feu, donc ils sont bien embêtés. Donc ils disent, il doit être un peu fou. Il y a une place qui se libère dans un hôpital psychiatrique et il l'amène là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait le curé, le pyromane? Eh ben, il va devenir le guide spirituel des fous dans cet hôpital psychiatrique. Là, je me suis dit, Marie-Jeanne, elle est quand même pas toute seule dans sa tête. Voilà, c'est un livre vraiment que je vous conseille. C'est sorti il y a un mois ou deux. Il est sorti fin décembre. Fin décembre. Ouais. Où est-ce qu'on le trouve, Marie-Jeanne? Pour l'instant, à la librairie Broglie. D'accord. Et sur tous les sites internet et bientôt à Kléber, j'espère. Voilà, et vous ferez des signatures et on pourra les annoncer. Oui. Ça vous a donné envie de le lire? Oui, ça a l'air très drôle. Ouais, c'est très drôle. Rien que le titre, Le pauvre curé qui brûle. On se demandait ce qu'il y avait dedans. On vous a un petit peu éclairé. Vous restez avec nous. Des nouveaux programmes vous attendent ce week-end. De belles sorties également. À voir, à faire. By Célia. Comme vous le savez, on commence cette chronique par les programmes à ne pas manquer sur Alsace 20 et on a du tout beau, du tout neuf, tout droit sorti du four cette semaine, et à commencer par les municipales. Ah ouais, ça va être chaud là. Hein. Ouais, la semaine prochaine, on vous propose 3 rendez-vous, 3 grands débats pour les municipales. Donc 5 candidats des principales têtes de liste de Colmar, Mulhouse et Strasbourg vont venir sur notre plateau. C'est en partenariat avec DKL Dreieckland et donc c'est à découvrir dès la semaine prochaine. Les rendez-vous, vous allez les voir s'afficher. C'est donc mardi 3 mars à 20h pour Mulhouse, mercredi 4 mars à 20h pour Colmar et vendredi 6 mars à 20h pour Strasbourg. La diffusion des débats se fera également en simultané, bien sûr sur l'antenne d'Alsace 20, mais également sur notre site internet et en live Facebook. Exactement, et pour ces 3 dates, il y aura l'émission 24 ans en Alsace, suivie à 20h du débat, puis on vous rediffusera cela toute la soirée. Un nouveau magazine, moi j'en suis très fier, Made in Alsace 20. Oui Lionel, et pas des moindres, la rédaction d'Alsace 20 vous a concocté un tout nouveau magazine. Son petit nom, c'est Coq à l'âne. C'est une façon de sauter du coq à l'âne. C'est une façon de sauter du coq à l'âne, on peut le dire comme ça. Il traite en fait des tendances, des sujets de société, de sujets du quotidien, avec un seul point commun, l'Alsace. Le tout premier numéro traitera la semaine prochaine d'un produit qui fait complètement partie de la culture alsacienne, la bière bien sûr, Lionel. Rendez-vous mercredi 4 mars à 19h30 sur Alsace 20. On regarde tout de suite la bande-annonce de ce tout premier épisode de Coq à l'âne. C'est complètement incroyable ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la bière, où cette nouvelle génération de brasseurs complète encore ce que nous on a fait il y a 20 ans. Coq à l'âne, c'est le magazine de la rédaction d'Alsace 20. On y décrypte les tendances du quotidien, on part à la rencontre des Alsaciens qui font vivre la région, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et pour ce premier numéro, on va vous parler de la boisson emblématique de l'Alsace, la bière. En Alsace, vous avez de vraies bières d'Alsace qui sont faites avec des produits d'Alsace, dans la coutume d'Alsace. Qu'est-ce que la bière d'Alsace en 2020? Réponse le mercredi 4 mars à 19h30 sur Alsace 20. Nouveau magazine, des débats, on aura une semaine plutôt très chargée. On va sortir un petit peu, on va s'aérer, on sort du canapé. Oui, hein. On se déguise d'abord et ensuite on se rend au carnaval de Strasbourg qui aura lieu dimanche, donc le 1er mars, sur le thème monstres, chimères et carabistouilles, ça va vous plaire. Ça commencera dès 13h30 rue de la Brigade Alsace-Lorraine. Les oiseaux de la compagnie Cirque Autour lanceront les festivités avant le grand départ de la cavalcade. Alors c'est à 14h11 précise, depuis le parc de l'Étoile. La
cavalcade passera notamment par la place d'Austerlitz, le quai des Bateliers ou encore la place du Corbeau, avant d'arriver place Kléber entre 16h et 17h, fin du parcours. Plusieurs dizaines de compagnies prévues pour le grand défilé, des compagnies strasbourgeoises bien sûr, mais également belges, allemandes, suisses ou encore slovènes. Elles proposeront entre autres échasses, marionnettes géantes, danse évidemment, machines à bulles ou encore rollers costumés. C'est une cavalcade toute rythmée et colorée et attention, comme vous le savez chaque année, ça entraînera des mesures de circulation particulières pour les riverains, alors pensez-y également. Voilà, ça c'est pour Strasbourg, même chose pour Mulhouse. Alors à Mulhouse, c'est le rendez-vous des passionnés du vintage qui revient au Parc Expo pour une 4e édition du meilleur des années 40 aux années 80 et ça se passe donc au Parc Expo de Mulhouse tout le week-end. Vintage Festival, c'est 100 exposants, un véritable vintage market de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux et mode. Au programme également des animations, bien sûr, show burlesque le samedi soir, l'élection de Miss Mode Pin-Up Mulhouse 2020, un défilé de mode rétro le dimanche après-midi, ou encore de la musique avec Raffi Artaud, le finaliste de l'émission The Voice 2018, qui est un prodige du rock. Finaliste. Ouais. Et les frères Jacquard, que vous avez pu découvrir dans La France a un incroyable talent, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'était en 2018 sur M6. Et enfin, pour les gamers, il y aura également un rétro gaming pour les jeux des années 80-90, ça me plaît beaucoup. Si on a encore un petit peu le temps, donc ça se passe tout le week-end au Parc Expo, il y a plus d'infos sur le site du Parc Expo. L'entrée est à 5 € par jour et 8 € si vous venez tout le week-end. Donc ça va. C'est le bon plan. Et c'est le bon plan. Et si vous voulez, on s'écoute un petit bout de Raffi Artaud. Allez, c'est parti. Dans The Voice. After a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep. Allez, le feu. The way the things might have been, a big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. And we're rolling, yeah. Voilà, ça c'est évidemment à ne pas manquer, Célia. C'est le salon Vintage et ça sera à partir de demain, 29 février. C'est assez rare cette date et ça sera également le 1er mars. Je voudrais juste rapidement qu'on rappelle les 3 débats politiques qu'on fait. C'est la ville de Mulhouse, la ville de Colmar et la ville de Strasbourg. C'est ça. Alors mardi 3 mars à 20h, c'est donc Mulhouse. Mercredi 4 mars à 20h, c'est Colmar. Et vendredi 6 mars à 20h, c'est Strasbourg. Et donc c'est bien sûr multi-rediffusé. Vous le verrez également tout le week-end suivant. Et ce sera bien sûr sur notre site internet en replay et sur notre Facebook en live à 20h. Voilà, et avec notre partenaire DKL, bien sûr. Radio Dreieckland. Oui. Allez, reste une petite minute, c'est parfait. Avec vous, Émilie Gravier, on va rappeler qu'à partir de demain vont débuter le grand parcours, on va dire, du côté du port autonome. C'est une balade qui fait 2 heures. Il y a demain et les prochaines dates, parce que les premières sont complètes, tant mieux. Oui, donc il y a une date en mai, ensuite juin et la dernière est en octobre. Donc il faut se positionner sur les 3 dernières. D'accord, mais c'est amené à être comme ça, une récurrence tous les 2-3 mois. Oui, c'est à peu près ça. Après, probablement qu'on renouvellera en 2021. Mais en tout cas, pour 2020, on avait 6 dates. Les 3 prochaines sont complètes. Il faut regarder à partir de mai pour celles qui sont dispo. Voilà, vous allez voir sur le site de Batorama pour trouver les dates. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. J'irai faire cette balade. Moi, ça me plaît bien comme ça. Bien. Tout ce décor industriel. Marie-Jeanne Langrenier de Lacroix, bravo pour ce premier roman. Le deuxième a déjà commencé l'écriture ? J'y pense. Ah, elle y pense. Eh bien, vous viendrez en tout cas nous en parler dans 24 heures en Alsace. Merci beaucoup, Célia. Nous, on va repartir maintenant dans l'actualité avec une semaine dans le Grand Est. C'est toute l'actualité des télévisions du Grand Est. Moi, je vous retrouve lundi. Bon week-end. Salut. Après des mois de rebondissements, une enquête de la police judiciaire de Nancy et la saisine du procureur de la République, on attendait une décision ce mardi matin du tribunal de commerce. Quel avenir pour l'imagerie d'Épinal ? Des mots tels que redressement, voire liquidation judiciaire, étaient murmurés dans les couloirs. Il n'en a finalement rien été. Un juge enquêteur a été nommé pour faire définitivement la lumière sur les comptes de la vieille dame du quai de Denieville et une nouvelle audience est prévue le 28 avril. Donc
On a apporté déjà aujourd'hui tout un tas d'éléments chiffrés qui permettent de démontrer que la trésorerie de la société est en bonne santé, qu'elle permet de faire face aux dettes qui sont exigibles et surtout exigées et qu'à partir de là, il n'y a pas de difficulté. Mais bon, si c'est une étape par laquelle on doit passer pour enfin sortir de cet imbroglio judiciaire et surtout local, on est prêt à le faire, il n'y a pas de souci sur le sujet. La trésorerie de l'imagerie d'Épinal se porte bien, c'est donc bien le message de Maître Delage, relayé par la propriétaire des lieux, Christine Lorini, présente elle aussi à l'audience ce mardi matin. Elle va bien. Alors après, c'est une petite entreprise, donc on est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 500 000 €. Là, cette année, on a eu beaucoup de charges exceptionnelles parce qu'on a perdu 2 prud'hommes, donc ça vient impacter. Voilà, on a dû se défendre face aux accusations, mais on a un excédent de bénéficiaires, donc du coup aujourd'hui, l'entreprise, elle est tout à fait viable. Je veux dire, rien que la partie écomusée et visitora et boutique d'Épinal, il est rentable. Au pire, ça restera un musée, mais donc ça restera une entreprise avec son musée, sa boutique, comme elle l'a été pendant les 40 dernières années. Mais il n'y a pas de raison de ne pas la redévelopper, de ne pas lui redonner une impulsion vers un marché, j'ai envie de dire, économique du XXIe siècle. Et moi, je crois vraiment fermement en la décoration intérieure. Mais face à ce discours se dressent les inquiétudes de l'industriel vosgien Hervé Debuyer, qui a investi 900 000 € dans l'entreprise, une enquête pour abus de biens sociaux menée par le SRPJ de Nancy et les doutes du parquet spinalien. Ce qui est certain, c'est que les éléments comptables dont on dispose aujourd'hui, à savoir les éléments comptables de 2017-2018, mettent en évidence un déficit de plus de 1 million d'euros, ce qui est quand même extrêmement important, extrêmement inquiétant. Donc tout ce que souhaite M. Debuyer, c'est que, oui, qu'il ne soit pas trop tard et que les mesures qui peuvent être prises soient prises et permettent à la pérennité de cette société. Mais encore une fois, pour Christine Lorimi, la société est viable au point même d'envisager très sérieusement d'y créer un hôtel-boutique de 50 chambres. Nous avons diligenté une étude de marché qui est en cours, que d'ailleurs je rendrai public, avec mon associé Thierry Petit, le patron de showroom privé, qui me soutient et qui est même prêt à dire écoute, si vraiment le jeu en vaut la chandelle, on investira nous, parce que ça permet aussi de redynamiser le centre-ville, de faire venir des touristes, d'avoir un éclairage positif sur cette entreprise et sur la région. Mais nous n'en sommes évidemment pas encore là. L'imagerie d'Épinal doit encore passer par la case tribunal de commerce le 28 avril prochain. C'est sous une pluie battante que la cavalcade de Heurt s'est élancée cet après-midi. Visage barbouillé de maquillage, poules dansant au rythme de la fanfare, jetés de confettis et de bonbons par des jet-setters. La fièvre carnavalesque a bel et bien gagné les rues de la ville. Et une nouvelle fois, les participants ont rivalisé d'imagination pour se déguiser. C'est censé être la jet set, donc voilà pourquoi nous sommes vêtus comme ça. On fait la distribution des bonbons pour les enfants qui sont là, qui sont venus nous voir exprès. En DS sur des Pégases avec des ailes. On a pris du crépon, on a fait des fleurs. Nous on est en pâtissier puisqu'on a créé ce joli gâteau et nos enfants ils sont derrière avec les gâteries heurtoises. Pour nous, Heurtois, c'est un honneur de participer au carnaval pour que vive nos traditions. Un char londonien pour rappeler le Brexit et une armée de petits padawans avec le retour de Star Wars ou encore des miss effrayantes des années 50 à aujourd'hui. Les 62 chars confectionnés par les habitants s'inspirent de la tradition rhénane du carnaval satirique. Et le costume caché sous les kawés, les curieux n'ont pas hésité à braver le mauvais temps pour prendre part aux festivités. Moi je suis native du village, ça fait plusieurs années que je viens. Et on brave le temps, même s'il pleut, c'est festif, les enfants adorent. On est commerçants dans le village et à Heurt c'est une tradition, donc on s'y fait. Ça fait 1 an qu'on est là et on a adhéré direct. Les chars ils sont hyper grands, ils sont spacieux, ils sont jolis, c'est très spectaculaire. Alors que le carnaval de Heurt fête ses 70 ans d'existence, cette tradition remonte déjà au XVe siècle avec le carnaval des seigneurs. C'est la Fastnacht, carnaval des seigneurs. Les seigneurs, ils fêtent le carnaval toujours en semaine. Le dernier week-end avant le carême, et puis ils ont fêté jusque le mardi gras le soir. Et après, le carnaval des seigneurs, c'est la Bure Fastnacht, c'est les paysans. Eux, c'est toujours sur un jour, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de fêter en semaine. Dimanche prochain, 1er mars, ce sera donc au tour de Roppenheim de fêter le carnaval des paysans. Et c'est avec une autre tradition que se termine la journée. Le bonhomme carnaval et la sorcière ont été brûlés sur la place du marché.
Ici, 10 espèces d'arbustes sont plantées. À terme, chaque espèce abritera entre 10 et 20 variétés d'insectes. Le choix d'installer cette haie de 320 mètres de long ne doit rien au hasard. Un corridor écologique pour relier 2 massifs forestiers, les bas-bois et la Ribourg. Et on a des espèces locales qui sont adaptées au sol, à la météo. Et ça servira pour les passereaux, les insectes, les fleurs, et aussi pour stabiliser les sols, faire brise-vent, etc. Il y a tout un tas d'utilités à planter des haies. Pour planter cette haie, le maire de Géraudot a bénéficié du soutien du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Appui technique, recherche de financement à hauteur de 80%. Plusieurs communes du parc se sont engagées sur des projets comme celui-ci, des projets de trames vertes et bleues. Pour éviter d'une part que l'agriculteur empiète sur ce chemin-là. Pourquoi elle a disparu? Parce qu'il est arrivé à un moment donné où on coupait toutes les haies, parce que ça gênait, parce que ceci, parce que cela. Si ça gênait, pourquoi vous la remettez? Non, mais on la remet de façon justement à pouvoir continuer la trame verte. La trame verte et bleue, par exemple un linéaire comme une haie qui vont permettre aux espèces de passer entre les différents réservoirs de biodiversité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au final, les haies nous servent à beaucoup de choses. Elles permettent de filtrer les eaux aussi, donc d'épurer naturellement les eaux. Elles permettent de faire brise-vent pour les agriculteurs, de ramener des auxiliaires de culture. Des espèces comme le hérisson, qui a besoin de passage, de petits couloirs pour passer. Ce programme de trame verte et bleue s'étend de 2019 à 2021. Les 58 communes du parc sont amenées à proposer des projets similaires. Le parc apportant son expertise pour concilier les besoins des acteurs locaux, comme ces 4 jeunes du centre de détention pour mineurs de Géraudot. Des adolescents, après avec l'étiquette délinquants, multirécidivistes, mais c'est avant tout des ados qui ont besoin d'être connus aussi, puis de montrer qu'ils sont capables de faire des choses, et gratuitement. Je pense que ça aussi c'est important. On est là, nous le syndicat, pour les valoriser et pour faire en sorte que la nature et l'économie du territoire trouvent un accord entre elles. 2 autres projets sont en cours, une plantation de vergers à Rouy-Sassé et une plantation d'un linéaire de haies fruitières à Gessem. En conférence de presse ce matin, pas question pour le directeur de Destination Amnéville de nier les faits. Depuis quelques années, le site touristique est en souffrance. Sur ces 10 grandes infrastructures dédiées aux loisirs, 8 ont été en difficulté financière, certaines le sont encore. Pour repartir de l'avant, un relooking s'avère aujourd'hui indispensable. Principaux travaux, l'aménagement d'un plateau piétonnier autour de 3 places et des zones de déambulations arborées. Objectif, faire du site un motif de visite à part entière, en dehors des loisirs installés. Nous considérons que cet objet touristique non identifié qui est la Cité des Loisirs s'apparente davantage à un centre-ville, c'est-à-dire un lieu dans lequel certes on vient consommer, mais on vient déambuler, on vient rencontrer, et donc ça puisse être vraiment un lieu d'échange, donc à la fois avec des espaces publics, mais si possible demain, l'animation, le confort, pourquoi pas la sécurité qu'on peut trouver aussi dans un espace de centre-ville. Pour accentuer l'effet centre-ville, le projet prévoit une disparition progressive de la voiture. L'une des étapes phares des travaux, c'est également l'effacement des lignes à haute tension, presque une arlésienne dans la Cité des Loisirs. Ce sera la deuxième phase, les 5 pylônes étant supprimés d'ici 2021. C'est intéressant s'il donne un petit peu plus de charme à tout ça. C'est comme les lignes à haute tension, là, c'est pas très joli dans le paysage. Qu'est-ce qui manque par exemple? De la verdure encore, beaucoup de pelouse, tout ça. Ça manque. Ça mérite peut-être un petit coup de frais, comme on dit. Vous le trouvez un peu vieillot? Un petit peu vieillot quand même, oui c'est vrai. Le projet de requalification s'appuie sur 3 stratégies. Améliorer la qualité avec une montée en gamme, développer l'offre du séjour et attirer de nouveaux segments de clientèle. Car le site souffre d'une consommation uniquement à la journée. Objectif affiché, augmenter la durée du séjour à travers une offre hôtelière plus développée. Pour y parvenir, Destination Amnéville veut s'appuyer désormais sur des opérateurs privés, spécialistes de chacun des secteurs. C'est le cas déjà avec la Belle Montagne pour le Snowhall et désormais du Galaxy dont le nouvel exploitant, la société Espace, a été retenu il y a quelques jours. Avec l'arrivée de sérieux concurrents spécialistes du indoor et du outdoor comme Pokéland, l'image de la Cité des Loisirs doit changer, c'est vital. Ça se passe comment? Là, depuis ce matin, on va dire qu'à 10h, on avait déjà le quota d'appel de la matinée. Le coronavirus, également appelé Covid-19 et ses conséquences. Les appels affluent chez Robé Médical à Saint-Étienne-les-Remiremont, PME spécialisée dans la vente en gros de matériel médical pour les professionnels de santé de ville.
La société a renforcé ses effectifs sur une vingtaine de personnes. 5 désormais répondent en continu aux clients. Mais la société vosgienne est dans l'incertitude car ses fournisseurs, les 2 usines en France de Roanne et Saumur qui fabriquent des masques, ne les livrent plus. Aujourd'hui, on a 400 000 masques en commande et on est sur des approvisionnements de l'ordre de 10 000 masques. Vous voyez, donc ça ne représente même pas 5%. Alors la question se pose, à qui les masques ont-ils été vendus? Le dirigeant de cette société a décidé d'écrire au ministère de la Santé. Les fabricants français, aujourd'hui, ne nous livrent pas. Alors sans doute, ils livrent les hôpitaux, c'est probable, mais nous, qui sommes le principal fournisseur du secteur de la médecine de ville, nous n'avons pas de masques. Et pourtant, nous avons commandé dès le début de la crise, dès fin janvier, nous avions passé des commandes. L'entreprise a besoin d'une centaine de milliers de masques pour livrer médecins, infirmières ou aides à domicile, mais d'autres produits pourraient aussi venir à manquer. Parce que la situation est tendue sur les thermomètres aussi, elle est moins tendue. On arrive à avoir encore des approvisionnements. Et, le gel, ça commence à être tendu. Les gants, ça commence à être tendu aussi. Robé Médical, c'est entre 100 000 et 200 000 clients en France et c'est aujourd'hui la quête du Graal. La société prospecte partout en Europe pour trouver des masques. L'entreprise est aussi soucieuse du respect des normes. C'est des masques de chirurgie, ça. Masques chirurgicaux qu'on a pu acheter dans les derniers stocks d'un fabricant portugais. Il y a beaucoup de produits de mauvaise qualité qui circulent sur le marché à des prix astronomiques. Mais de toute façon, ce qu'on a trouvé ne permettra pas de livrer nos clients. 2 types de masques existent sur le marché, il convient de savoir les utiliser avec ce message, ne pas céder à la psychose. Vous avez le masque respiratoire qui est de type FFP2, FFP3, c'est en fonction de son niveau de filtration, qui permet de protéger la personne qui le porte. Donc c'est le masque qui est utilisé par les soignants quand vous êtes dans une zone où il y a un risque de contamination. Et puis vous avez le masque chirurgical, le masque médical, qui est utilisé par les chirurgiens notamment, par les infirmières, qui sert à soigner quelqu'un et qui sert à ne pas contaminer la personne en face de laquelle vous êtes. Combien de temps on peut porter un masque, son efficacité dans le temps? Alors là, ça dépend un petit peu des conditions d'utilisation, mais c'est plusieurs heures. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de nécessité de porter ce type de masque dans l'état actuel des choses. Ce qui pose problème avec le coronavirus, c'est le peu de fabricants. Les capacités de fabrication en France ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans avec la grippe aviaire, où on avait des fabricants français qui avaient des grosses capacités de fabrication. Ils étaient plus nombreux, il n'y a plus que 2 fabricants aujourd'hui, il n'y a plus que 2 usines. Et puis il y avait également les usines chinoises. Aujourd'hui, les usines chinoises sont complètement bloquées et n'ont même pas le droit d'exporter. Il ne faut pas céder à la panique, mais la France vient d'enregistrer son premier décès et le premier cas de contamination dans le Grand Est à Strasbourg vient d'être confirmé par l'Agence régionale de santé. En cas d'épidémie, des centaines de millions de masques seront nécessaires. Pour Robé Médical dans les Vosges, la course contre la montre ne fait que commencer.